Le numérique imprègne nos vies et nos villes, et ce phénomène a encore tendance à s'accentuer avec la crise sanitaire actuelle. C'est pourquoi nous accompagnons les collectivités territoriales dans la conception de leurs projets Smart City quand elles les expérimentent et quand elles les déploient. Nous avons là les trois grandes modalités de notre intervention. Nous avons des convictions fortes et nous les mettons en œuvre concrètement. Tout d'abord, nous faisons le pari de l'innovation ouverte. Collaborer avec des entreprises, des partenaires publics, privés, des citoyens nous permet d'agir à 360 degrés et d'augmenter notre impact sur la transition territoriale. Nous avons déjà recensé plus de 300 entreprises de la Smart City dans notre annuaire en ligne qui vont de la start-up au grand groupe, aussi bien low-tech que high-tech. Nous avons également investi en fonds propres dans plus d'une soixantaine de jeunes pousses innovantes. Je pense par exemple à Cap Collectif, le leader des Civic Tech, ou encore à EcoVélo qui propose des vélos en libre service. Parce que pour nous, notre ambition, c'est bien d'accompagner les acteurs publics locaux dans l'ensemble des usages liés au numérique. C'est du cousu humain. Il n'existe pas un modèle unique de la ville intelligente. Et au centre de ce différent modèle, eh bien, la data est clé. Les données sont essentielles pour piloter l'éclairage public, pour les services scolaires, pour les transports. Et c'est pourquoi nous accompagnons un certain nombre de collectivités sur ce sujet, comme par exemple la métropole européenne de Lille. Nous l'accompagnons dans la meilleure connaissance des comportements des touristes en s'appuyant sur des données issues du web. Mais nous n'en oublions pas pour autant les fondamentaux que sont les infrastructures. Car au XXIe siècle, un territoire qui n'est pas connecté est un territoire qui se meurt. Et donc, dans notre grand plan de relance, nous avons un objectif en fait national de financer 100% des territoires à horizon 2025. Et bien entendu, l'innovation n'est pas réservée aux seules métropoles. Nous avons déjà accompagné 70% des villes dans le cadre du programme Action Cœur de Ville sur ce sujet. Et nous accompagnons également la digitalisation des commerces dans le cadre de nos dispositifs du plan de relance. Enfin, notre conviction profonde, c'est qu'il faut absolument associer numérique et écologie. Et nous souhaitons faire du premier un des remèdes au second. Bonjour à tous, je suis Jeanne Carès de Bock, en charge du programme Smart City à la Banque des Territoires. La présentation qui vient de nous être faite nous a montré que le numérique est au service des politiques urbaines et apporte de nombreux bénéfices à la fois aux villes et aux citoyens. Il n'y a pas de modèle unique de ville intelligente. On voit que les villes y vont chacune à leur manière. Certaines y vont pas à pas. Les villes moyennes notamment, on l'a vu, vont adresser la Smart City, le numérique, par des politiques publiques ciblées, la mobilité par exemple, ou le commerce. D'autres territoires y vont par l'expérimentation, des quartiers démonstrateurs par exemple. Et puis enfin, on a des territoires qui adoptent une approche intégrée de la Smart City, qui agrège l'exploitation de différents services urbains. Nous allons voir ensemble lors de cette table ronde comment se construisent les projets de Smart City, comment il faut intervenir de nombreux acteurs, acteurs publics, entreprises, citoyens, et quels sont leurs bénéfices, et en particulier sur l'environnement. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Constance Nebula, conseillère déléguée à la transition numérique et au territoire intelligent de la ville d'Angers et d'Angers-Loire Métropole, Marianne Louradour, directrice régionale Île-de-France de la Banque des Territoires, et Bruno Flinois, fondateur de l'entreprise Clem. Nous allons donc passer 20 minutes ensemble. Constance, pour commencer, le projet d'Angers adopte ce qu'on appelle, nous, une approche de Smart City intégrée. Et ce projet, il est à la fois ambitieux et innovant. Pouvez-vous nous en donner les premières mises en œuvre, les premiers enseignements ? Oui, merci beaucoup. Effectivement, à Angers-Loire Métropole, on a fait un parti pris qui est peut-être osé, qui est peut-être assez innovant, parce qu'on n'a pas d'équivalent aujourd'hui en France en termes de, je dirais, de projets qui regroupent au sein d'un marché unique des thématiques qui sont assez différentes et qui, sur le papier, n'avaient pas forcément vocation à travailler ensemble. L'impulsion politique, elle est partie il y a 3 ans, mais ça fait, entre guillemets, seulement 1 an que l'on a acté les choses avec le groupement qui a remporté ce marché, qui est mené par Engie. Et c'était au mois de mars 2020 que nous avons signé entre Angers-Loire Métropole et Engie pour démarrer ce projet de territoire intelligent. Vous l'avez dit, il est intégré, c'est-à-dire
avec une vision vraiment transversale de la collectivité, avec des thématiques et des métiers regroupés ensemble, avec une vision globale de concrètement quelle technologie, quel service, quelle innovation on met en œuvre dans l'éclairage public, dans les déchets, dans le stationnement, dans les mobilités, dans l'eau et l'assainissement, dans la sécurité. Bref, un panel de services pour avoir une vision 360 du territoire, pour pouvoir faire des économies d'énergie, pour pouvoir proposer un meilleur service et pour pouvoir être plus efficient dans la manière dont on délivre le service public. Donc ce qui s'est passé depuis un an, on est passé de la phase de projet à la phase d'action et la mise en œuvre tout simplement du déploiement du marché. Donc on a commencé les travaux, on a commencé à déployer les solutions, les infrastructures, on a commencé à déployer des capteurs, on a commencé à rénover l'éclairage public par des communes périphériques d'Angers, puis par des quartiers d'Angers. On a commencé toute l'infrastructure logicielle, qui est quelque chose qui ne se voit pas, mais qui prend énormément de temps pour pouvoir demain agréger des données dans le centre de pilotage. Bref, le projet, il monte en puissance. Ce n'est plus un projet, on est bien sur la phase de déploiement, mais toujours avec cette vision intégrée et très transversale de la collectivité. Merci beaucoup. Et vous, Marianne, donc vous êtes directrice régionale Île-de-France de la Banque des Territoires. On voit bien que la Smart City bouleverse, transforme les politiques publiques en ville. Vous, la Banque des Territoires est présente sur de nombreux projets. Comment ça se passe sur les territoires ? Comment est-ce que vous voyez que le numérique impacte justement la façon de faire la ville ? Oui, je crois qu'on est aujourd'hui face, et l'illustration de la ville d'Angers le montre bien, face à une vraie révolution de la construction de faire la ville, une vraie révolution urbaine. Et je crois que cette révolution, elle est à la croisée de trois phénomènes, de trois tendances. Le premier, c'est la révolution technologique. C'est la révolution par la data et je crois que c'est comparable aux grandes révolutions qu'on a connues, la sidérurgie, l'électricité, l'informatique. Et aujourd'hui, on a cette révolution de la data qui renverse tout, qui bouleverse tout et qui d'ailleurs déplace la chaîne de valeur vers le propriétaire de la donnée. Et on voit donc les villes s'équiper de moyens pour récupérer ces données. La deuxième évolution, qui probablement est assez consensuelle aujourd'hui dans la société, c'est la nécessité et l'urgence climatique, la nécessité de sortir d'une économie énergétivore issue des énergies fossiles pour aller vers une économie décarbonée. Et cette urgence climatique, on la voit bien en Île-de-France, que je représente ici pour cette région, avec une énorme facture énergétique issue du bâtiment et des déplacements. Un mix énergétique très peu tourné vers les énergies renouvelables, que 8%, et que 10% d'énergie produite à l'intérieur de la région. Et donc, on voit bien dans les plans climat de la métropole, de la région, cette nécessité de sortir de cette équation. Et puis, la troisième évolution qu'on est en train de vivre, me semble-t-il, c'est celle de la société civile, avec des nouvelles attentes, et qui ont d'ailleurs été mises en valeur avec la crise sanitaire, une autre façon de vivre, une recherche de la nature en ville, du bien-être, plus tournée vers l'usage que tournée vers la propriété, avec des usages d'autopartage, avec du coworking, avec même maintenant des expérimentations de co-living. Et ces trois évolutions créent sur le territoire une énorme énergie d'innovation sur le territoire qui constitue du coup le laboratoire à l'échelle 1 de cette innovation, de cette énergie créative qui se manifeste avec des start-up, avec des fondations, avec l'énergie, avec l'économie sociale et solidaire. Et tout ça hybride une formidable énergie sur le territoire et change aussi les politiques publiques qui, du coup, n'ont plus le monopole de l'intérêt général et qui vont plutôt chercher à faciliter cette innovation sociale et à hybrider le public et le privé.
Justement, dans cette hybridation publique-privée, on a aussi une hybridation qui se fait entre les différents secteurs. La ville devient de plus en plus transversale. Bruno, si on zoome un peu sur la mobilité, est-ce que vous pourriez nous parler des services que Clem propose et puis comment justement ce que vous proposez est imbriqué avec la ville, son attractivité dans sa globalité? Donc, bonjour, donc Clem, nous sommes un autopartageur de véhicules électriques. Nous sommes une société francilienne, nous sommes 25 personnes et nous sommes soutenus par la Caisse des dépôts qui a 25% de notre capital. Notre métier, c'est de partager les véhicules électriques et les bornes de charge de nos clients qui sont des collectivités, des bailleurs sociaux et puis des entreprises sur leur territoire pour leur permettre de créer une mobilité locale qui est inclusive et bas carbone. Donc dans la Smart City, nous sommes l'acteur connecté aux autres acteurs qui apporte la brique mobilité complémentaire des transports en commun. Aujourd'hui, sur les territoires, nous permettons donc aux maires, aux élus, aux présidents d'interco de mettre en place des solutions qui leur correspondent. Nous avons co-construit notre solution avec eux pour qu'elle réponde à leurs besoins locaux, qui leur permet de dynamiser leur centre-bourg, qui leur permet de créer une mobilité sans émissions carbone et de gérer un impact sur le réseau en partenariat avec les constructeurs automobiles, en partenariat avec les énergéticiens, pour que tout ceci, imbriqué, baisse les émissions carbone tout en créant de l'économie. Donc on l'a vu là en filigrane de vos 3 interventions. Aujourd'hui, un consensus se fait. La Smart City se fait au service de la ville durable. Il y a un récent sondage qui a interrogé des collectivités locales et 80% d'entre elles ont estimé qu'elles allaient sur ce sujet, sur le numérique, avec un vrai objectif d'environnement durable. Constance, la performance énergétique et écologique est au cœur du projet d'Angers. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Déjà, quand on a commencé à réfléchir à la notion de territoire intelligent il y a 3 ans, il était clair que le premier objectif, c'était un objectif d'économie des ressources, d'économie d'énergie, et donc de rendre le territoire intelligent un atout au service de la transition écologique. Et aujourd'hui, ça se décline à la fois dans les objectifs que l'on cherche à atteindre, puisque le marché que l'on a passé est ce qu'on appelle un marché global de performance, c'est-à-dire qu'on souhaite atteindre un certain seuil d'économie d'énergie, on souhaite, grâce aux technologies que l'on va mettre en place, atteindre une efficacité énergétique, je dirais sans être gadget, mais vraiment efficace et prouvée. Je donne quelques chiffres, par exemple sur l'éclairage public, qui est le point, je dirais, de dépenses, de consommation le plus important globalement sur les territoires et sur le nôtre en particulier. Le groupement Engie nous a proposé pouvoir faire jusqu'à 66% d'économie d'énergie. Sur les bâtiments, on en attend la réduction de 20% de la consommation des fluides, c'est-à-dire l'eau, l'électricité, le chauffage. Sur la gestion des espaces verts, sur l'arrosage intelligent par exemple, simplement avec un système de programmation, de capteurs d'humidité, de prévision météo, on peut atteindre jusqu'à 30% d'économie d'eau. On peut réaliser jusqu'à 10% d'économie sur les déplacements des bennes ordures ménagères en optimisant leur tournée de collecte, etc., etc. Donc en fait, on a vraiment un projet qui, encore une fois, n'est pas superficiel, gadget et dans la communication et qui cherche à effectivement être peut-être sur l'aspect connecté de la ville intelligente, mais nous, on est vraiment sur l'aspect performance, être utile, rendre service, mieux optimiser aussi nos finances publiques, puisqu'on met de l'argent, on souhaite bien entendu en avoir un bénéfice et un gain, et donc on communique vraiment et on vend vraiment la technologie, les opportunités offertes par le numérique comme étant au service de la transition écologique. Je terminerai simplement en disant que ce n'est pas la solution à tout. La Smart City ou la ville intelligente, le territoire intelligent n'est pas la solution pour l'urgence écologique, mais c'est une des solutions. Et c'est la manière dont on la construit qui peut nous permettre d'être vraiment efficace et efficient en matière de transition écologique. Merci beaucoup, c'est très concret et on voit que l'impact en plus sera vraiment mesuré, mesurable. Bruno, en parlant de mobilité décarbonée, c'est ce que vous mettez en œuvre, vous. Vous pouvez nous dire quels sont les gains pour la ville et pour les citoyens également ? Tout à fait. Alors, aujourd'hui, Clem, nous sommes présents à travers 200 villes et villages en France, mais je vais vous donner 2 exemples. Le premier, c'est Move & Go, donc autour du Mans, où on a mis en place une solution de mobilité qui est au-delà de la ville, dans le périurbain. Et nous voyons que le développement permet, dans la Smart City,
une inclusivité non seulement au niveau des usagers qui permettent d'utiliser nos véhicules à moindre coût, mais aussi une inclusivité au sens des villes et villages. C'est-à-dire que les décideurs politiques mettent en place des mobilités non seulement dans la grande ville, mais aussi dans les petites villes autour pour ne pas les oublier. Et nous dynamisons localement, soit par l'autopartage pour ceux qui n'ont pas de véhicule, et par la recharge pour ceux qui changent de véhicule et passent au véhicule électrique pour décarboner la ville. Deuxième exemple, plus large, c'est dans Paris. Donc, depuis 1 an, nous venons de rentrer dans Paris pour la logistique urbaine. Donc là, nous partageons non pas des petits véhicules pour particuliers, mais des véhicules plus gros, des véhicules de logistique. Et donc, nous accompagnons les commerçants, artisans, mais aussi les professionnels de la logistique dans leur mobilité décarbonée. Toutes les smart cities deviennent en fait des zones à faible émission. Et donc, à ce titre, on doit supprimer le véhicule diesel et mettre en place des véhicules décarbonés à la place. Mais pour les gens et pour les logisticiens et les professionnels, c'est une contrainte. Parce qu'aujourd'hui, un véhicule de logistique, c'est un véhicule essentiellement diesel. Et donc, nous intervenons grâce à l'autopartage en mettant en place des véhicules électriques qui sont extrêmement bien placés en accord avec la mairie de Paris qui nous a donné en AOT des places devant les commerçants et nous permettons ainsi de proposer un véhicule qui n'est pas non pour un seul commerçant mais qui est ouvert à plusieurs commerçants et ouvert au tout public le week-end pour faire votre petit déménagement, aller acheter des meubles ou prendre vos vélos et aller en forêt par exemple. Merci beaucoup. Donc on le voit dans ce que vous nous dites, c'est que vraiment innovation, ambition et performance énergétique sont intimement liés. Alors regardons un peu l'avenir. Marianne, la Banque des Territoires est très impliquée dans le projet des Jeux Olympiques et veut faire du village olympique un véritable démonstrateur. Dans ces temps de crise, est-ce que vous pourriez nous faire rêver un peu et nous parler de ce projet ? Oui, c'est un grand enjeu pour la Seine-Saint-Denis qui accueille beaucoup des équipements pour la région et pour la France. Ça sera d'ailleurs le premier événement mondial post-Covid, puisque finalement Tokyo va être un événement qui va être très soumis aux restrictions sanitaires. Alors, à un enjeu exceptionnel, la Caisse des dépôts a apporté une réponse exceptionnelle en faisant un groupement 100% Caisse des dépôts avec la Caisse des dépôts, avec CDC Habitat et avec ICAD à parité dans la société qui va construire ce village olympique avec évidemment une ambition de faire ce démonstrateur de la ville durable et intelligente, ce démonstrateur de la façon de faire la ville à la française. Alors, on va essayer bien sûr de mettre dans ce village l'ensemble des innovations aujourd'hui présentes. D'abord, ce village, c'est la prouesse de la réversibilité, puisqu'il accueille pendant 3 semaines les athlètes olympiques et paralympiques, et aussitôt après, il se reverse en un quartier de ville, en un morceau de ville dans Saint-Ouen. Et là, d'ailleurs, la donnée, la digitalisation, le BIM nous aide beaucoup dans ce concept et dans ce management de projet. Ensuite, bien sûr, ce village olympique sera dans la mixité. Et donc, il va réunir autour de lui une grande mixité d'usages avec des logements sociaux, des logements intermédiaires, des logements pour étudiants, des logements, une résidence aussi pour personnes en situation de handicap, mais aussi des bureaux. Et puis, sur les rez-de-chaussée, il va accueillir des coworking, un studio de danse, de la restauration, un espace sportif et culturel, et puis une conciergerie où on apprendra d'ailleurs les éco-gestes aux habitants du quartier. Troisième défi, l'ambition environnementale, évidemment, être au meilleur standard, à la fois dans les techniques de construction, mais aussi après dans l'usage du bâtiment. Donc une construction qui sera principalement bois, toutes les façades seront en ossature bois, les bâtiments de moins 28 mètres seront entièrement en bois, et pour les autres, lorsque ce n'est pas possible, il y aura du béton bas carbone et du béton biosourcé. On va aussi bien sûr rechercher l'efficacité énergétique de ces
ces bâtiments pour qu'ils fassent chaud l'hiver et frais l'été, avec d'abord une architecture en quinconce qui permet de protéger les bâtiments, avec des occultants extérieurs, avec des balcons généreux, avec une toiture photovoltaïque pour une production d'énergie pour le bâtiment, et puis au milieu une forêt sur 3500 mètres carrés en pleine terre, qui sera aussi d'ailleurs un corridor de la biodiversité. Autre défi, l'inclusion. L'inclusion, là aussi, pendant la phase de construction, et l'inclusion dans la phase héritage, après les Jeux. Donc on va bien sûr veiller à ce que les TPE, PME profitent des constructions. Donc 25% des marchés seront attribués à ces PME, 10% seront des heures d'insertion. Et puis ensuite, dans l'héritage, il y aura cette inclusion à travers ces rez-de-chaussée actifs. Et puis, dernier défi qu'on voudrait montrer sur ce village olympique, c'est celui de l'économie circulaire, avec un bâtiment qu'on appelle le bâtiment cycle, et qui sera dans le recyclage le plus total, un bâtiment en fait zéro déchet, avec recyclage de l'eau, des eaux usées dans le bâtiment, recyclage de la chaleur des eaux pour reproduire de la chaleur, et recyclage bien sûr des déchets à travers des composts et du biodéchet. Voilà toutes les prouesses que nous souhaitons réaliser sur ce village pour 2024. Et donc on voit que la ville, du coup, on voit que l'innovation est hyper présente et que ça se passe aujourd'hui. Et alors je vois qu'il me reste 1 minute. Et alors, pardon, Bruno. Sur les Jeux Olympiques, étant dans Paris et étant acteur de la logistique dans Paris avec les véhicules électriques, donc on a 54 stations. Nous allons être un acteur important au moment des Jeux Olympiques, puisque nous opérons la mobilité des pros. Et donc, ce qui est très important, c'est que l'impact que nous allons créer, tant sur le partage que l'impact sur le réseau au niveau énergétique, sera calculé et restitué pour montrer qu'au sein d'une LZE, au sens européen du terme, et pour les Jeux Olympiques, l'impact que nous sommes capables de faire est absolument majeur en termes de mobilité au sein d'une Smart City. Constance, il nous reste maintenant 30 secondes. Est-ce que vous voulez rajouter un dernier mot, peut-être quels sont les gains pour les citoyens de tout le projet d'Angers, ou un autre mot que vous n'auriez pas dit? On est un peu frustrés, on aurait envie d'entendre plus parce que c'est vraiment un projet exemplaire. Oui, non, simplement, je m'adresserais peut-être aux élus ou aux entreprises qui nous regardent avec un conseil. Effectivement, on peut avoir une approche transversale comme celle d'Angers Métropole en proposant un marché d'infrastructures, parce que c'est important l'infrastructure et ça part d'une décision politique. Il faut y mettre les budgets, il ne faut pas négliger aussi la transformation interne que ça nécessite, mais il faut lier à ça les usages, les besoins des habitants. Et comme je terminerai là-dessus, comme je le dis souvent, c'est pas aux habitants de s'adapter à la collectivité, c'est à la collectivité de s'adapter aux usages des habitants, et le territoire intelligent sert à ça. Eh bien, merci à tous. On doit passer la main. J'aurais aimé rester plus longtemps. Et puis, juste un dernier mot pour dire que la Banque des Territoires donc, est vraiment aux côtés des collectivités locales sur ces défis de l'innovation dans la ville. Merci beaucoup. Merci à tous.